Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, vous allez le voir, qui est une journaliste ayant porté le diadème de Miss France 2010 et qui est sans aucun doute l'une des reines de beauté les plus emblématiques de ce concours. Mais ne vous faites pas d'illusions, derrière cette enveloppe idéale pour laquelle des Français ont massivement voté il y a quelques années de ça, se cache en réalité une femme rongée par le doute. Et c'est ce qu'elle raconte dans un livre poignant où elle se confie comme jamais sur sa vie et la façon dont petit à petit elle a appréhendé un corps, ce corps qu'elle avait tendance à rejeter. Bonjour Malika Ménard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Alors je vais montrer cette fabuleuse couverture. Fuck les complexes, c'est le titre du livre que vous avez sorti il y a 2 jours de ça, c'est aux éditions Amphora, effectivement. Alors c'est un ouvrage dans lequel vous vous livrez sans détour sur les plaies qui ont ensanglanté votre enfance, votre adolescence et qui ont encore des répercussions aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être un peu fort, qui vous ont blessé, disons. Mais on va en parler justement après sur la façon dont vous avez géré ces obstacles qui ont semé votre parcours. Déjà, quand j'ai reçu ce livre, j'ai regardé le titre, Fuck les complexes, et en dessous, j'ai vu votre tête. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas facile de mettre ses gènes physiques de côté quand on s'appelle Malika Ménard et que finalement, on a été Miss France? Est-ce que c'est pas facile de dire, voilà, il faut dire fuck les complexes? Ah, vous voulez dire... Ah oui, c'est une... je comprends... Enfin, j'avais du mal avec la formulation de la question pour comprendre le sens, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est être Miss France et dire qu'on a des complexes. Pour vous, ça ne va pas ensemble Oui, c'est ça. En fait, vous invitez les gens à dire fuck les complexes. En même temps, vous, venant de votre part, on se dit que c'est facile pour vous de dire fuck les complexes. Vous ne devez pas en avoir. Oui, mais en fait, justement, ce que j'explique, c'est que c'est pas une question de physique. Et même si j'ai eu la chance d'avoir un titre de beauté qui m'a été décerné, si à l'intérieur de moi, je ne suis pas profondément convaincue de ce que je suis, de ce que je vaux, et ça passe par la case physique, ça ne changera rien au fait de s'aimer. Donc en fait, l'idée, c'était de se dire, voilà, on peut avoir fait Miss France et se m'adresser aux femmes, en fait, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont complexées, et de dire, mais vous n'êtes pas seule, moi aussi, même en ayant fait tout ça, en ayant eu cette chance, j'arrive pas à me débarrasser de mes complexes. Même encore aujourd'hui? Non, là, ça va mieux. Ça va mieux? C'est pas totalement débarrassé, ça n'a pas été la solution miracle non plus, mais l'écriture, qui a été un long process de 9 mois, m'a fait beaucoup de bien. Et une fois que j'ai rendu le livre, j'ai été, puisqu'aussi il y a cette partie où je me livre sur moi, donc en fait il y a une introspection, donc il y a forcément, on sort toujours mieux quand on a passé du temps à réfléchir, à essayer d'analyser, de comprendre. Et puis il y a toutes ces femmes que j'ai rencontrées et qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc vous diriez que ce livre, c'est une forme de thérapie pour vous? C'est un peu galvaudé comme mot, mais oui, pour moi ça a été une thérapie, mais surtout j'espère que ça fera du bien aux autres femmes qui vont le lire. Et à ceux qui nous regardent, c'est ça. Et aux garçons aussi, il y en a qui ont des complexes. Mais... Oui, parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis un garçon, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Donc effectivement, on va en parler dans... C'est votre part de féminité qui s'est exprimée. Très certainement, on en a tous une au fond de nous. Nous sommes en direct avec Malika Ménard sur Figaro Live, sur la page Facebook du Figaro et la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que vous aussi, vous avez des complexes? Tiens, vous pouvez nous en faire part sur la page Facebook. Quel regard vous portez sur le parcours de Malika Ménard depuis Miss France? Est-ce qu'elle vous manque à la télévision aussi? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Malika. Alors Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier? TF1, grâce au match de Ligue des Champions qui opposait la Croatie à la France, match qui, avec le résultat de 2-1, 6 300 000 fidèles. La Ligue des Champions par contre. Non, c'était la Ligue des Nations. Ah, la Ligue des Nations. Ouais. Ah oui. Heureusement, j'ai des spécialistes sur le plateau. On est là, vous inquiétez pas Sarah. Je l'ai même pas regardé, mais France-Croatie, ça peut pas être. Merci, vous m'avez corrigé. 6 300 000 Français devant ce match, 26,4% de part d'audience, donc très beau score. France 2 est derrière avec La promesse de l'eau, c'est un téléfilm qui était en rediffusion, porté par Nicolas Gob et Thomas Joannet. 3 100 000 téléspectateurs au rendez-vous, 13,5% de part d'audience. Et ensuite, c'est Le meilleur pâtissier qui arrive, 2,7 millions et 13,7% de part d'audience. Et on va parler du beau score de TMC. 700 000 cinéphiles devant Dirty Dancing, ce classique du cinéma. Ah oui. Et juste, tant qu'on parle des audiences, hier, il y avait l'interview d'Emmanuel Macron. On sait que ses prises de parole sont extrêmement regardées. Pendant le confinement, en avril, c'était quasiment 100% de part d'audience. Hier, vous avez les chiffres? Oui, on a les chiffres qui sont tombés. Près de 21 millions de téléspectateurs répartis entre TF1 et France 2. C'est ce que j'allais dire. En même temps, c'était sur toutes les chaînes. C'est ça, sur BFM TV aussi, on aura les chiffres un peu plus tard. Et on aura les chiffres à 11h. Donc, ce sera un chiffre à revoir à la hausse. Ce chiffre de
21 millions. Donc, et c'est TF1 qui l'emporte de peu. 11,9 millions sur TF1, 9 millions sur France 2. Malika, on parle de télévision, d'audience, etc. Vous n'êtes pas vraiment étrangère au petit écran. On vous a vu récemment sur France 3, également il y a quelques années sur Énergie 12, aux commandes d'un magazine. Oui, qu'ils ont rediffusé. Qui vont rediffuser, donc on va vous revoir en rediffusion. rediffusion. Ah, qu'ils ont rediffusé. Ils ne m'ont même pas prévenu, je l'ai découvert. Bon, je pense qu'après, avec le confinement, il y avait des difficultés à faire des tournages, donc ils réutilisaient ce qu'ils avaient déjà tourné et produit, évidemment. Mais oui, je connais bien. Puis en plus, j'ai travaillé aussi au TV Mag. Et oui, exactement. C'est plus là où je m'intéressais aux audiences. C'est vrai que la télé, je la regarde moins. Pour être honnête, hier, j'étais chez moi et une fois que Macron a eu terminé de parler, il n'y a rien de tout ça que j'ai eu envie de regarder, quoi. J'ai mis 10%. Ah oui, sur France 2, oui, qui va... Mais c'est sur Orange, là. Je vous raconte ma life. Hein, mais non, c'est vrai. tu as les épisodes en exclusivité. Ah voilà, c'était sympathique. Oui, parce que ça va effectivement être relancé là, dans les prochains jours. Le 21 octobre. Ouais, c'est ça. Voilà, et tu peux les acheter avant. En avant-première. Toute la série, toute la saison, pardon. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas trop le dire à France Télévisions, parce que ça risque d'impacter leurs audiences, effectivement. Est-ce que, Malika, ça vous manque, la télévision? Parce que là, on parle de vous en tant que téléspectatrice, mais l'animatrice, la journaliste, la femme d'antenne que vous êtes, est-ce que vous aimeriez revenir devant la caméra? En fait, j'en fais un peu encore sur le digital. J'ai travaillé, je viens de terminer de travailler pour Roland Garros. Donc, quand je le fais plus, j'oublie que ça me manque. Mais c'est vrai que quand là, j'étais sur le terrain, c'est facile. C'est une autre manière de consommer l'activité journalistique. Mais ça dépend, en fait, pas à n'importe quel prix. Et puis, c'est un milieu quand même qui n'est pas facile. Et pour bien se sentir dans sa peau, je ne suis pas persuadée qu'il faille à tout prix évoluer dans cet univers-là. Et c'est vrai que le travail d'écrire son bouquin, de mettre autant de signes que tu veux dedans, sans personne qui te coupe et qui te dit, c'est super agréable. Et quand vous dites que ce n'est pas facile, ce monde, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ça veut dire que c'est plus parce que c'est un monde effectivement de panier de crabes ou c'est juste parce que c'est compliqué de s'adapter au code? C'est un monde de comparaison déjà. Donc déjà, dans la vie, quand on se compare, c'est compliqué. Il y a un rapport à l'image, on se voit à la télé, donc il y a un rapport à l'image compliqué. Et puis dépendre tout le temps de quelqu'un, du bon vouloir de quelqu'un, je pense que narcissiquement, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui vous correspond forcément, quoi. J'ai adoré en faire, j'aurais plaisir à faire, mais si c'est quelque chose qui me correspond vraiment, je ne ferais pas n'importe quoi, Et de toute façon, dans le choix des émissions que j'ai fait, j'ai préféré des petits supports avec des choses de qualité dans lesquelles j'apprenais des choses, plutôt que des gros supports. On m'a proposé par exemple des émissions de télé-réalité, à animer, j'entends. Jamais je me serais vue faire ça, quoi. Alors justement, vous parliez des émissions auxquelles vous avez participé. Il y a une énorme émission à laquelle vous avez participé, qui vous a d'ailleurs sacré Miss France 2010. C'est l'élection Miss France, justement. On en parle, Sarah. De quoi c'est-il ? Parce que Miss Martinique accable le comité. Que se passe-t-il ? Oui, alors attention, on parle de la tenante du titre, pas celle qui va concourir au prochain concours Miss France en fin d'année au Puy du Fou. En fait, 1 an après sa victoire au concours Miss Martinique 2019, Ambre Boza a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. En fait, elle garde un très mauvais souvenir de son année de règne et prête au directeur du comité des propos peu flatteurs et disgracieux. Elle dit par exemple sur son compte Instagram, lors de la crise sanitaire, il m'a demandé de devenir transparente et de ne plus apparaître sur les réseaux sociaux. Ce qui devait être un conte de fées s'est transformé en un véritable cauchemar. Alors Malika, vos débuts de Miss France ont été assez mouvementés, c'est ce que vous écrivez dans ce livre. Alors à votre surprise, à votre grande surprise même, vous êtes élue reine de beauté. Ensuite, à 3h du matin, après avoir enchaîné plein d'interviews, vous vous retrouvez sur ce lit dans votre chambre d'hôtel. Et là, vous vous posez cette question sur la démarche à suivre pour rendre votre titre. Si vous aviez pu rendre cette couronne, est-ce que vous l'auriez fait? Non, c'est des réflexions de quand on est très peu à avoir fait Miss France, à l'avoir remporté, c'est l'inconnu, il n'y a personne qui peut te préparer à ça. C'est vrai que tu es sacrée à minuit, tu enchaînes tout de suite en conférence de presse. Pour une jeune fille de 22 ans, être jetée comme ça, c'est compliqué, tu ne vois pas tes proches. Moi, j'ai enchaîné avec une séance photo pour Gala, avec Jean-Paul Gaultier. Et en gros, c'est vrai que je me suis retrouvée seule à 3h du matin, je vais me lever à 6h, j'allume la télé, je mets BFM, voilà. Et je me vois en fait, et je vois Miss Normandie vient d'être élue Miss France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, tu prends conscience de la réalité de ce qui vient de se passer. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et oui,
En fait, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir arrêter, rendre l'écharpe? Et en fait, tout de suite, dans la seconde qui suit, je ne pense pas à le faire, mais ça m'a marqué. Et des années après, c'est vrai que ça m'a marqué de me dire, mais comment tu as pu penser ça alors que tu venais de gagner, quoi. Ça vous a effrayé sur le moment? C'est plus d'avoir cette réflexion-là, oui. Mais je sais qu'elle est partagée par nous toutes. Je ne pense pas dans 3 heures après, mais je suis certaine que toutes, à un moment donné, c'est lourd parfois, donc on ne s'appartient plus trop. Donc on a envie de reprendre possession de soi-même. Donc forcément, toutes, on a eu la réflexion de se dire... Est-ce que je peux arrêter? Oui, bien sûr. Allez, on va terminer ces news médias, Sarah, avec toute autre chose, avec ces stars de la série, très décriées d'ailleurs, Emily in Paris, qui réagissent aux critiques. Ouais, les stars françaises, car les critiques sont nombreuses. Une série très sucrée et bourrée de stéréotypes. On se demande dans quel Paris ces personnages vivent. On l'a lu partout, de Télérama aux Parisiens. Les critiques françaises sont unanimes sur la nouvelle série de Darren Star sur Netflix. Les clichés sont trop nombreux et la vision édulcorée de la capitale exaspère. Alors forcément, les comédiens vedettes sont obligés de monter au créneau, à commencer par Lucas Bravo, qui joue, vous savez, l'ami de l'héroïne, hein, beau gosse. Il dit « Les critiques français n'ont pas compris qu'il ne s'agit que d'une vision ». De son côté, Philippine Leroy-Beaulieu, qui joue la patronne peu commode d'Émilie, dit « La série se suit à travers les yeux d'Émilie qui vient d'arriver à Paris. Évidemment qu'elle ne va pas commencer à aller dans la banlieue. Moi, quand je vais à New York pour la première fois, je me rends à Central Park. Je ne vais pas dans le Bronx. » Voilà qui est dit. C'est une carte postale surtout en fait cette série. Il y a des plans magnifiques. Vous avez regardé? Oui, bah c'est pas intellectuellement tu vas pas t'en sortir grandi, mais c'est ludique, c'est divertissant. Je l'ai regardé en faisant autre chose, quoi. Et c'est vrai que on voit à quel point Paris c'est une ville magnifique. Après oui, c'est plein de clichés, mais c'est rigolo, quoi. Enfin c'est pas. Comme il y a plein de clichés lorsqu'on regarde des séries américaines et qu'on se rend compte que New York est présenté sous tel ou tel aspect, c'est toujours la même chose. Oui, non, mais en fait, il faut plutôt être flatté du fait qu'ils aient voulu mettre Paris à l'honneur plus qu'autre chose, quoi. Mais vous, quand je vous dis Paris, vous pensez à quels adjectifs? Vous qui avez grandi à Caen, quand vous êtes arrivé ici? Moi, je suis normande, ça va faire 11 ans que je suis ici. Ils ont raison dans certains trucs. Les Parisiens ne sont pas forcément les gens les plus aimables, sont très stressés, sont très pressés. Il y a peut-être quelque chose de malsain de vivre dans la capitale aussi, avec cette vision nocturne. Mais après, ça reste une ville magnifique, avec un accès à la culture. Franchement, même pour avoir voyagé en Europe, dans les capitales européennes, il n'y a pas autant d'expositions et autant fournies qu'à Paris, le théâtre. Vraiment, c'est une ville qui a, voilà, comme toutes les villes, et comme tout. En fait, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais par contre, il faut avoir un petit peu d'humilité, quoi, les Parisiens. Il faut être déjà flatté. Il y a une petite arrogance chez les Parisiens, c'est ça que vous voulez dire quand vous dites Non, mais là, tout le monde est monté au créneau sur cette série. Bon, il y a bien... en tout cas, elle marche. Je vois toujours, je regarde sur Netflix, elle est dans les tops. Dans les tops, Oui, alors ça, on ne sait pas vraiment comment c'est calculé non plus. Ah bon? Bon, je ne sais pas, hein, je ne veux pas être dans le complotisme de base, mais effectivement, je ne sais pas comment c'est calculé, savoir si effectivement telle ou telle série fonctionne. Enfin bon, en tout cas, on va parler maintenant de votre actualité, Malika Ménard, de votre livre « Fuck les complexes », parce que vous avez dit que parfois il y a du bon et du moins bon. Et ben, c'est un peu ce que vous avez vécu dans votre vie, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous sortez alors cette semaine ce livre poignant qui est intitulé donc Fuck les complexes aux éditions Amphora, où vous racontez entre autres votre parcours, c'est vrai, semé d'embûches, ce harcèlement, ces remarques désobligeantes dont vous avez été victime, de votre beau-père aussi, puis d'autres personnes dont on parlera dans quelques instants. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de prendre la plume? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a motivé à écrire ce livre? En fait, ma formation, c'est une formation de presse écrite. C'est ici d'ailleurs que j'ai été formée. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre d'enquête. Après, il restait à définir le sujet. J'ai beaucoup réfléchi. En fait, pour un premier ouvrage, pour le faire avec sincérité et y mettre vraiment tout ce qu'on a, il fallait que ça soit quelque chose qui me parle, qui soit fort pour moi. Et c'est pour ça que je suis allée sur ce sujet des complexes, de l'acceptation de soi. Mais au démarrage, ce qu'il faut se dire, c'est que le livre, il est conçu où je débute le livre avec mon témoignage, je rencontre ces femmes et je le clôture. Mais en fait, la démarche de base, pour moi, ça a été de rencontrer toutes ces femmes, de recueillir tous leurs témoignages. Et après, il a fallu que je me présente et que j'explique pourquoi moi, je suis complexée. Et je ne pensais pas me raconter autant parce que quand on s'est rencontrés avec Amphora, je pense qu'eux, ils auraient bien aimé que je fasse une autobiographie classique, mais 10 ans après, qui ça pouvait intéresser, quoi.
C'est ce qui est intéressant dans votre livre, effectivement, il se compartimente en plusieurs parties, avec effectivement cette première partie sur vous. Et dès le début de ce livre, vous dessinez les contours du contexte familial dans lequel vous avez grandi, avec cette absence qui vous a marqué au fer rouge, celle de votre père qui très tôt est parti, vous laissant seul votre frère et votre mère. Dans quelle mesure ce manque de figure paternelle a-t-il déteint sur votre vie? On sent que ça a été vraiment un élément marquant de votre existence. C'est plutôt de se sentir abandonné, donc déjà ça commence... où tout de suite tu te dis, en fait, pour s'aimer, si tu as l'impression que celui qui, ton père, celui qui est censé t'aimer de manière automatique, n'y arrive pas, c'est compliqué. Mais après, sur le moment, je pense que j'avais pas cette analyse-là. Sur le moment, juste, on était trois, moi je le connaissais pas. Il est parti, on a refait connaissance plus tard, quand j'avais 10 ans. Plus tard, trop tard, vous diriez? C'est surtout qu'en fait, mon père, il arrive à donner beaucoup d'amour, à donner beaucoup de confiance, mais à 10 ans, malheureusement, tu t'es déjà en fait déterminé, beaucoup de choses se sont jouées, donc oui, c'est trop tard. Mais on ne peut pas rattraper ça, mais après, là, il est très présent, mon père, c'est comme un meilleur ami. Et il n'y a plus ce blocage lorsque vous le voyez, vous ne repensez pas à cette phase de votre vie où il n'était pas là? Vous arrivez à... On en parle souvent tous les deux, en fait. Vous en parlez? Oui, on en parle très... moi, je suis quelqu'un qui met des mots sur tout. Je n'ai pas de difficulté à parler. Et au contraire, j'aime bien communiquer. Et c'est lui qui m'a... C'est de lui que je tiens ça. Et c'est quelque chose que lui cultive réellement. Sarah, on retourne du côté de la page Facebook de TV Magazine. Oui, il y a des premières réactions. Il y a des premières réactions et je vais prendre la question de Valentin qui a une question d'actualité sur le concours Miss France. Il voudrait avoir votre avis sur les différentes polémiques qu'on a suivies au cours de ces dernières semaines, notamment ces disqualifications autour de photos nues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer le concours, demande-t-il? Je sais pas, moi j'avais pas fait de photos nues. En tout cas, on les a pas vues. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu tellement de polémiques que c'est pas. Je pense que ça doit se réformer. Je pense que c'est en train de changer. Forcément que Sylvie Tellier et ses équipes en discutent en interne. Il y en a eu trop en trop peu de temps pour pas que ça les pousse à réfléchir un minimum. Il ne faudrait pas faire du cas par cas quand on voit ce qui s'est passé avec Miss Guadeloupe. En fait, puisque c'est à la discrétion de chaque comité. Donc en vrai, c'est du cas par cas. Sauf que c'est pas Sylvie qui décide, c'est les délégués régionaux. Quand vous dites que ça va changer, vous avez des informations? On a l'impression que Sylvie moi, pour la connaître, je sais qu'elle est en réflexion là-dessus, c'est évident. C'est possible aujourd'hui de garder cette règle. Mais c'est impossible aujourd'hui de garder cette règle avec les réseaux sociaux. Ces femmes qui peut-être ont posté des photos nues, enfin semi-nues sur les réseaux sociaux lorsqu'elles étaient plus jeunes. C'est bien plus compliqué parce que tout le monde devient son propre média. Donc tu n'as plus besoin de connaître un média pour que l'information sorte. Ce qui était encore mon cas à mon époque. D'ailleurs, moi j'avais vu Kelly Botchenko. Là, c'est pas des photos... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est des sacrées photos. Mais c'est aussi le problème de la délation qu'on sent dans ce genre de humainement, c'est pas très joli. Non, ça ne révèle pas le meilleur de chacun, oui, ça c'est sûr. Il y a quand même un souci à ce niveau-là. C'est le fait d'être mauvaise perdante, tout simplement. C'est les affres de la compétition, malheureusement. Il s'en passe d'autres en coulisses. Vous savez, rien que quand il y a les parents qui sont là, il y en a qui s'énervent, qui crient. Vous avez vécu ça lors de votre concours, lorsque vous avez été sacrée Miss France? On vous a pas fait de coup bas? Écoute, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement sage et surtout, c'est ce que je dis dans le livre, timide, maladive. Donc tu te doutes bien que j'aurais été dans l'incapacité de me dénuder face à un photographe que je ne connais pas. Donc j'étais très timide, je sortais pas, je me tiens toujours, même si je fais la fête, c'est de manière raisonnable. Donc non, ça va. Est-ce que certaines Miss ont tenté de vous tirer dans les jambes lorsque vous étiez en compétitrice? Vous avez été très amie avec Miss Mayotte, vous le racontez dans ce livre, avec les complexes. Et puis, Bourgogne, c'est ma meilleure amie aujourd'hui, ma wife. Non, moi, Miss France, parce que justement, je n'avais pas confiance en moi, donc j'y suis pas allée en winneuse et j'y suis allée vraiment en me disant, tu as une chance inouïe, c'est de rencontrer toutes ces femmes de toute la France, des métropolitaines, des dom-toms. On s'enrichit de ça, en fait. Et c'est une chance inouïe. Moi, je me suis fait vraiment plein d'amis. On est toutes en contact encore à l'heure actuelle. Et il y en a plein qui m'ont envoyé des messages pour me dire, j'ai acheté le bouquin. Et pour elles, ça va être un moment aussi de nostalgie parce que cette aventure Miss France, même 10 ans après, c'est quelque chose qui te marque pour toujours. Et même si tu n'as pas remporté le concours Miss France, pendant un mois, on évolue ensemble en vase clos. C'est des souvenirs pour toujours, en fait. Parce qu'à ce moment-là, le monde extérieur n'existe plus, on est déconnecté, on ne suit plus l'actualité. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de préparer ensemble. Et donc,
Du coup, ça nous rapproche pour toujours. Alors pour revenir à votre famille que vous décrivez longuement dans cet ouvrage, il y a aussi votre maman avec laquelle vous traversez des hauts et des bas, cette mère forte qui essaye de faire face mais qui, on le comprend dans vos lignes, a du mal à exprimer ses sentiments. Est-ce que vous lui avez envoyé un exemplaire de ce livre? Alors ma mère, elle a reçu le livre hier. Ouais. Elle l'a lu? Elle l'a lu. Et alors? Elle n'a pas trop envie d'en parler. J'ai essayé de parler avec elle hier, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Elle l'a mal pris, vous pensez? Le fait que vous dévoiliez un petit peu ce côté intime? Elle ne découvre rien de ce que j'écris, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Après, j'ai cette aisance à discuter avec mon père, et c'est beaucoup plus compliqué avec ma maman, en fait. On a un dialogue compliqué. Après, j'avais pas envie de lui faire de la peine. C'est ma mère, je ne renie rien de tout ce qu'elle a fait matériellement pour nous. Et à la fin du livre, je dis, voilà, ma mère, l'homme de la famille, parce que c'est vrai qu'elle tenait debout, mais c'est vrai que c'est... en fait, là même, la réaction, c'est ce que je pensais, en fait. Bon, après, je peux concevoir, et puis ce qui est difficile d'être l'entourage de quelqu'un de médiatisé, c'est qu'eux ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi que leur vie soit exposée. Donc, je peux comprendre, mais là, il faut la laisser un peu digérer la colère. Peut-être que vous pensiez amorcer un dialogue avec ce livre? En fait, moi, quand j'ai écrit ce livre, que je me suis déchargée de tout ça, à la base, ce n'était pas prévu. Mais une fois que j'ai écrit tout ça, moi, j'étais en paix avec ma mère. Ça y est, j'avais couché les mots et j'avançais. Je tournais une page, vraiment. Quand je dis ça a été une thérapie, c'est vous qui l'avez dit, c'est la réalité. Mais forcément, évidemment, pour elle, moi, j'ai fini d'écrire ce livre il y a 4 mois. Moi, je suis loin, j'ai évolué dans ma tête. Elle le prend maintenant en pleine phase, donc je comprends. Alors cette même maman, vous déposez chez celle que vous appelez dans ce livre Mamie Balou, qui vous gardait à l'âge de 5 ans, sauf que là-bas, en fait, il faut le dire, vous avez vécu un enfer à cause de son fils de 30 ans. Ses gestes étaient déplacés, décrivez-vous. Pour ceux qui nous regardent, et pour qu'on comprenne bien, et pour que ceux qui nous regardent le comprennent, et parce qu'il faut mettre des mots derrière ces agissements honteux, qu'est-ce que vous entendez par des gestes déplacés? Parce que vous ne le décrivez pas vraiment dans ce livre. Des attouchements. Des attouchements. Des attouchements répétés pendant 2 ans. Mais c'est une volonté de ne pas aller plus loin dans le livre. C'est de la pudeur. On n'est pas là pour faire du voyeurisme. On n'est pas là pour... Moi, ça me dérange. Et ça m'aurait dérangé de le lire ailleurs. Mais après, comme je faisais un livre sur l'acceptation physique de soi, quand on a 5 ans et qu'il se passe des choses comme ça... évidemment que c'est d'une violence sans pareil et que le rapport au corps s'en trouve modifié. Donc c'était impossible, si j'étais sincère dans ma démarche, de ne pas l'écrire. Mais je n'ai pas volonté à développer ça. Après, j'ai eu des retours, comment dirais-je, je me suis rendu compte que ça permettait de délier les langues. J'ai reçu énormément de messages. Alors si ça peut aider des jeunes filles ou des filles, des enfants, à parler dans leur famille, c'est tant mieux. Si ça peut aider des parents à plus protéger leurs enfants, c'est tant mieux aussi. Et c'est tant mieux parce que cette période de votre vie a marqué votre identité de femme jusqu'à l'âge adulte, lors de vos premiers amours. Ça te marque pour toujours. Hein. Les premiers gestes amoureux ravivent ce que le temps n'a pas encore réparé, c'est ce que vous écrivez. Vous avez porté plainte contre cet homme? J'ai pas réussi. Pourquoi? Déjà, moi, quand à 5 ans, je raconte ça à ma mère... on ne m'explique pas ce qui vient de se passer. Après, j'ai enfoui ça dans un coin de ma tête. Quand j'essayais d'en parler, même adolescente, j'avais pas de retour, quoi. Et après, j'ai commencé à faire une thérapie classique, pas d'écrire un livre, d'aller voir une psy. Et donc là, c'est un petit peu après Miss France, j'ai 25 ans, je dirais. Et là, elle m'encourage à entreprendre cette démarche, ainsi que la personne avec qui j'étais en couple à l'époque. Mais moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence de droit avant de faire Miss France. C'est un ami qui est un avocat, donc je me confie à lui, je lui explique et tout. Et il me dit, Malika, ce que tu viens de me dire, il va falloir que tu le racontes, mais dans le détail, et pas une fois, quoi. Il va falloir aller voir la police, il va falloir aller voir les juges, et puis il y aura un procès, et tu vas le répéter. Est-ce que tu t'en sens prête? Et j'en étais pas prête. Et d'avoir écrit, ça m'a permis de me faire un petit peu, entre guillemets, justice. Mais et en plus, vous savez, quand avec la sortie de ce livre,
j'ai reçu des messages, je le disais. Il y a une maman qui m'a écrit notamment en me disant que sa fille avait connu la même chose à 7 ans et que là, elle a 14 ans et que le procès est encore en cours. Donc, vous voyez le dysfonctionnement de la justice, en fait. Une petite fille de 7 à 14 ans, comment elle se construit en se traînant ça et en plus en devant répéter ça encore et encore. Enfin, au final, j'ai regretté peut-être de ne pas aller jusqu'au bout parce que chez moi, le mal est fait, mais plus pour protéger les enfants. C'est pour ça que je vous invitais à mettre des mots derrière ce côté geste déplacé, parce qu'on se demande ce que veut dire concrètement des gestes déplacés, vous l'avez dit. Mais je ne rentrerai pas du tout dans le détail. Mais attouchement, c'est parfaitement là, vous comprenez, c'est surtout la répétition, c'est surtout d'être là-bas de manière quotidienne, donc de côtoyer cette personne de manière quotidienne. Oui, j'ai eu envie de porter plainte, mais je n'étais pas dans la capacité de répéter ça en permanence. Et pourtant, à la fin, quand on a discuté de ça avec... j'avais 29 ans à la fin de cette discussion. Ça a été long, entre le moment où je vois une psychologue, où elle me dit... Parce que les délais de prescription sur ce genre d'affaires ont évolué, en fait, aussi. Donc, elle me dit, non, là, vous pouvez encore le faire. Donc, je prends contact avec mon ami avocat et il me dit, réfléchis, parce que quand même, c'est quelqu'un qui connaît mes fragilités. Donc, il me dit, je ne sais pas si ça te fera vraiment du bien. Et en fait, j'avais cette culpabilité de me dire, mais on ne protège pas aussi d'autres enfants, quoi. Et dès lors que votre maman a changé de nourrice, parce que dès lors que vous lui avez raconté cette histoire, elle a décidé de changer, tout naturellement. De suite, ça n'a pas traîné. Il est sorti de votre vie définitivement? Oui. Plus jamais il a tenté à reprendre contact avec vous, à s'expliquer, à s'excuser aussi? Non. Tu vas t'excuser à une enfant de 5 ans? Mais ça blesse, vous le racontez dans ce livre. Mais non, je ne l'ai plus jamais... Enfin, je l'ai, pour tout vous dire, croisé... Bref, et c'est des gens qui vivent en Normandie. Mais non, j'ai plus eu de contact du tout. Mais par contre, c'est des gens qui ont continué de faire leur vie de manière normale. Ma mère est dentiste, elle est dans un cabinet médical. Cette femme allait chez les médecins de ce cabinet médical. Enfin, presque comme si de rien n'était, quoi. Alors cette agression, l'absence de votre père dont on a parlé au début de l'interview, mais aussi les remarques sur votre physique ont un peu détruit le peu de confiance que vous aviez en vous. En fait, il n'y en avait pas trop. En fait, c'est facile de faire du mal, de déstabiliser quelqu'un qui n'a pas confiance, quoi. Et d'ailleurs, ça s'illustre très concrètement au moment de l'élection régionale Miss Normandie. Vous affirmez dans votre livre que vous pleurez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois finalement que je me retrouve... les concours de Miss France... c'est quand même de la comparaison tout de suite sur le physique et je ne m'étais jamais retrouvée dans cette situation-là. Puis je découvre que les filles, elles sont super préparées, super apprêtées, elles ont la belle robe, elles savent se maquiller, se coiffer. En fait, moi, au final, j'étais un peu fashion, je dirais, mais jean, quoi, pas des trucs... j'avais les bonnes baskets, je pense que pour quand j'avais les bonnes marques, tout ça, mais j'avais jamais porté de robe, je portais très peu de talons, je me maquillais pas du tout. Et en fait, déjà, rien que la première fois où je me suis faite maquiller, donc c'est à cette élection de Miss Normandie, et j'avais jamais été maquillée de ma vie, donc c'est vrai que rien que de me voir maquillée, c'était bizarre. Et je me trouvais pas jolie, quoi. Je trouvais qu'il m'avait un peu enlaidie. Et à côté de moi, j'avais la Miss France qui me précédait, donc Chloé Morteau, qui est une amie maintenant, qui arrive, tu sais, rayonnante, pleine de confiance, etc. Et je me suis mise à pleurer parce que je me trouvais moche. Et elle le répète tout le temps quand on est en comité, en gros, tous ensemble, quoi. Elle répète toujours « Malika, la première fois que je la rencontre, elle pleure parce qu'elle a des bouclettes de caniche. » Et c'est vrai qu'elle était venue me voir, elle m'avait dit « Ça va aller, ça va. » Et en fait, Chloé, longtemps après, j'ai su que quand elle était retournée donc, à la Société Miss France, après m'avoir élue, elle a dit « Non, mais c'est elle qui va gagner. » Alors que j'avais pleuré, j'étais pas pleine de confiance, mais c'est vrai que quand tu vois les images de moi à Miss Normandie, tu vois bien que c'est une fille qui est un peu arrivée là par hasard. Mais c'est pas plus mal, même pour eux, je pense que c'est un peu de fraîcheur, quoi. Et justement, vous disiez que vous vous trouviez moche. Alors à l'époque, vous écrivez dans votre livre que votre complexe principal, c'était vos oreilles. Et finalement, quand vous êtes arrivée Miss France, tout va bien, vous voyez, vous les montrez. Écoutez, c'est une belle preuve, ça veut dire que vous allez mieux. Quand vous avez... C'est risible, c'est le principe des complexes, c'est de focaliser sur des choses qu'on est les seuls un petit peu à voir. Mais c'est vrai que Miss France m'a fait du bien pour ça. En même temps, quand vous avez été élue Miss France, les critiques se sont cristallisées sur votre nez. C'est ce que vous racontez. Et ça vous a blessé. Non, en fait, j'ai découvert que mon nez ne plaisait pas. C'est-à-dire que jusqu'à 22 ans, je n'avais jamais reçu de critiques sur mon nez.
tout allait bien. Dans ma famille, tout le monde a un long nez. Ma mère, mon père, mon frère, ma grand-mère, tout le monde. Vous étiez sûr d'en hériter, ça c'était certain. De fabrique. Non, mais je pense que j'avais évolué qu'avec des gens avec un nez similaire, donc je ne me posais pas de questions. On ne m'avait jamais rien dit. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu une découverte, quoi. Mais ça m'a pas complexée. De temps en temps, je me surprends à dire non, pas ce profil, machin, mais ça m'a pas tant complexé que ça. Ça n'a pas réussi à me générer un complexe. Alors Aurélie d'Autremont, qui est l'une des influenceuses que vous interviewez dans la deuxième partie de votre livre, ne cache pas elle son recours à la chirurgie esthétique. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit d'avoir recours à la chirurgie esthétique? Franchement, moi par exemple, je me suis fait opérer sous anesthésie générale parce que j'ai passé ma main à travers un carreau quand j'étais petite. Oui. Ça a été, je m'en suis pas remise pendant je ne sais pas combien de jours. J'étais à côté de la plaque, j'ai mis du temps à récupérer ma main. Enfin bon, voilà. Ouais. Du coup, ça t'immunise un peu de tout ça. J'ai fait une interview d'un chirurgien esthétique d'ailleurs, oui, quand il te raconte, ne serait-ce que comment tu refais un nez par exemple, ouais. Qu'il y va au burin et qui te. Moi, la violence de ça, non, je pourrais pas. Après, je porte aucun jugement en fait sur celles qui ont recours si ça leur permet de se sentir mieux. Le problème de ce que décrit Aurélie d'Autremont, et elle en a conscience, c'est que ça devient un engrenage, ça devient une addiction. Ouais. Elle le reconnaît, bien sûr. Toutes les jeunes filles de télé-réalité, il y en a 3 que j'ai interviewées parce qu'on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans contacter des jeunes filles de télé-réalité. Toutes, elles ont fait beaucoup de chirurgie esthétique. Il y en a une qui dit le vivre extrêmement bien, et les 2 autres, donc qui est Elena et Aurélie, tu sens qu'il y a quand même un peu pas de regret, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, c'est fait, mais quand même à refaire, je ne suis pas sûre qu'elles l'auraient fait différemment. Mais en fait, elles sont dans un tel engrenage, à télé-réalité, tu n'as que des gens beaux, avec des plastiques parfaites, qu'il faut faire de la télé-réalité pour avoir des abonnés, pour faire des placements de produits, il faut être la plus belle, etc. etc. C'est un engrenage. Ouais. Même Aurélie, là, elle ne doit même pas avoir 30 ans, elle me parlait déjà de l'âge et du fait de vieillir. Alors cette folie, justement, autour de la chirurgie esthétique est intimement liée aux réseaux sociaux. Vous venez d'en parler, vous évoquez auprès de ce spécialiste de la chirurgie esthétique cette dysmorphie Snapchat qui consiste en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, à ressembler aux filtres proposés par cette application. Est-ce que vous diriez que ces outils, donc les réseaux sociaux, qui sont massivement utilisés par les jeunes, font plus de mal que de bien aujourd'hui ? Moi, j'ai découvert en fait ce phénomène en menant l'enquête. Et c'est vrai que je ne savais pas que ça avait pris cette ampleur-là. Je ne savais pas que réellement, il y avait des filles. En fait, c'est des filles, c'est sur Snapchat surtout, qu'il y a un filtre où ils te font un petit nez, une grosse bouche, les yeux en amande et des pommettes. En fait, un peu. De toute façon, tu allumes les émissions de télé-réalité, les filles, elles sont toutes pareilles, elles ont le même visage. Et c'est vrai que c'est un peu affolant. Après, forcément, en fait, l'idée du livre, c'est de faire un bon usage des réseaux sociaux. Mais là, je crois que même les créateurs de ces filtres, etc., ils ont conscience qu'ils sont allés trop loin et ils sont en train de les supprimer. Sur Instagram, c'était interdit, je crois, on n'en trouve plus. Et je ne suis même pas sûre, parce que je n'utilise pas Snapchat, je crois que j'ai plus l'âge pour ça. Mais je crois qu'ils ont... en tout cas, c'était en train de les supprimer, de les interdire. Évidemment que ça ne peut pas rendre les gens... En fait, je crois que c'est la psychologue qui l'explique dans le livre. Au bout d'un moment, il y en a, ils sont toute la journée connectés sur les réseaux sociaux, derrière des filtres. Donc, ils ont l'impression de se sociabiliser, puisque toute la journée, ils sont sur des réseaux sociaux. Mais en fait, ils sont incapables de sortir de chez eux parce qu'ils savent que finalement, ils sont en train de mentir à tout le monde toute la journée, que leur apparence physique ne ressemble pas à ce qu'ils montrent toute la journée. Et au final, ils s'enferment dans une solitude assez impressionnante. Mais on sent, vous, dans votre livre, que vous avez été un peu blessé quand même par ces réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un espace de non-droit. Alors, vous y avez reçu, certes, beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de critiques, qui certaines vous ont fait du mal. Pourquoi vous ne supprimez pas vos comptes ? Maintenant, je bloque les gens qui me laissent des commentaires négatifs. Avant, je n'osais pas. Je me disais, Malika, c'est de la censure, la liberté de parole. Mais pas la liberté d'insulter. Mais puis surtout, en fait, c'est mon téléphone à moi. Je l'ouvre. Donc, c'est moi, c'est mon intimité. Pourquoi tout d'un coup, je vais me laisser avoir une intrusion comme ça, négative ? Et ça, en fait, je l'ai fait vraiment après avoir les échanges avec Coucou les Girls, avec... De Julia Katz, Ouais. Toutes ces filles qui disent, non, mais attends, c'est bon, si c'est pas... Hop, je bloque. Et moi, je sais pas, je me sentais redevable. Peut-être parce que moi, je suis issue, et comme les filles de télé-réalité, on doit un peu, comment dirais-je, notre notoriété aux gens qui regardent la télé. En l'occurrence, Miss France, plus que jamais, parce qu'ils ont voté pour nous. Donc, du coup, je pense qu'au fond, je me sentais redevable. Aux haters, même. Oui. Mais maintenant, ça, j'ai bien évolué. Mais maintenant, je bloque. Donc, il y a plein de gens bloqués, mais parce que je me dis, mais c'est bon, si t'es pas contente, content, tu ne passes pas sur mon profil et tout ira bien, en fait. Surtout que vraiment, les méchancetés que je reçois, elles sont physiques.
Ouais. Je me demande la démarche de prendre son téléphone et de dire tiens, je vais un petit peu d'insultes, ça va. Même toi, si tu es méchant avec quelqu'un, tu t'en sors pas. C'est pas bien, t'es pas heureux en fait après la démarche. Donc non, voilà, c'est ça je bloque. Et juste avant. Mais mon compte, non, je suis addict comme tout le monde. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser juste avant de passer à notre dernière rubrique de fin. Vous avez jamais pensé supprimer vos comptes des réseaux sociaux? Jamais. Non. Après, je fais un usage surtout d'Instagram. Et c'est le seul. Snapchat, je n'ai jamais vraiment adhéré. TikTok, c'est pas ma génération. Twitter, je consomme que l'actualité. Parce que c'est quand même très violent. L'autre fois, j'avais voulu refaire un petit tweet comme ça, en passant. Tout de suite, c'est violent. Et puis Facebook. C'est-à-dire, vous avez reçu des insultes? Vous avez reçu des en fait, c'était par rapport à Macron. Enfin, notre président, pardon. Et un discours qu'il a fait il y a peu de temps. J'exprimais une petite réflexion. Et tout de suite, on m'a renvoyé à... En fait, t'es Miss France, poste-nous juste des photos de toi en maillot de bain et ne t'exprime pas, quoi. Ça, c'est ce qui vous blesse le plus, ça? En fait, je me dis, évoluer les mecs. On vous ramène à cette étiquette de Miss France un peu nunuche, parce que c'est vrai que c'est malheureusement ce que beaucoup pensent. Oui, après, je pense qu'on fait tout évoluer un peu l'image, mais c'est surtout, je me dis, j'ai 33 ans, quoi. Il s'est passé autre chose, c'était il y a 10 ans... c'est lourd en fait, et puis j'ai le droit de parler si j'ai envie de parler, quoi. Mais sur le moment, je me suis dit, en fait, il y a eu tellement de commentaires négatifs d'un coup que je me suis dit, mais pourquoi je vais me farcir ce vent négatif? Là, vous allez vous farcir quelque chose d'encore plus douloureux, vous allez voir. C'est notre rubrique de fin, le sucré salé, vous allez comprendre. Ah bon? Voilà, alors maintenant que le jingle est passé, je vous explique le principe. On vous soumet 2 propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Alors vous allez voir, c'est pas si simple. Vaï Malama Chavez, donc Miss France qui a été de Tahiti. Sachez que je suis normande, donc je ne sais faire aucun choix. Ou Camille Serre, qui sont 2 femmes qui témoignent dans votre livre. Je choisis pas. Vous choisissez pas, d'accord? Faites votre belle. Non, je choisis pas. En plus, les 2, elles m'ont répondu tout de suite positivement. Ouais. Puis choisir, quoi de quoi en fait. Je sais pas, est-ce que vous avez plus d'affinité avec l'une que l'autre? Non, je les aime. Non. Franchement, en plus, c'est 2 super nanas, sinon je ne choisirais pas qu'elles figurent dedans. Ouais. Après, voilà. Laurie Tillman, à qui vous avez cédé votre couronne, ou Chloé Morteau? Mais je ne choisirais pas entre Vous ne choisirez pas entre les Miss? En plus, celle d'avant et celle d'après, c'est un lien particulier pour toujours. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Chloé, elle était au début de mon aventure, elle m'a accompagnée. Laurie, j'étais au début de son aventure. Ok, bon, je ne vais pas vous faire cette douleur. Pas toutes les Miss, hein, c'est bon. Ok, très bien. Animatrice ou journaliste? Journaliste. Journaliste, plutôt. Je vous pose cette question-là parce que vous en parlez dans le couple, dans le livre, pardon. Célibataire ou en couple? Non, je suis en couple. En couple, très bien. Et évidemment, c'est ce à quoi vous aspirez, parce que vous parlez beaucoup de votre relation avec les hommes, ce côté compliqué aussi que vous avez eu. Oui, ça a réveillé toutes les failles dès que j'étais amoureuse. Paris ou la Normandie? Et ce sera le dernier choix, je vous rassure. Je vis à Paris, la Normandie est dans mon cœur. La Normandie est dans votre cœur. Paris est beaucoup plus présent dans ma vie à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Donc Paris alors? Et vous voulez que je me fâche cracher dessus? Bon, écoutez, on va terminer avec une réponse de Normande. Merci beaucoup, Malika Ménard. Moi, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça, c'est comme ça que j'ai grandi. En plus, je suis cancer. Il paraît que les cancers, ça ne sait pas faire de choix. Enfin, bon, bref, la totale. Je ne me trouve pas de justificatif. On n'a pas trouvé notre bonne cliente pour cette rubrique. C'est pas grave. Non, mais en plus, entre une copine entre une copine. Merci beaucoup, Malika Ménard, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle Fuck les complexes, donc, que vous sortez cette semaine donc, aux éditions Amphora. Derrière ce titre, c'est vrai qu'aux allures un petit peu simplistes, peut-être diront certains, se cache en réalité une vraie réflexion et un vrai témoignage qui aidera très certainement certaines femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV, cette fois-ci avec 2 journalistes. Il s'agit de Rachid Mbarki et de Dominique Rizet. Ces 2 personnes vont relancer Faites entrer l'accusé. Vous savez, cette émission mythique sur France 2, ça revient sur RMC Story. On en parle demain. J'espère que vous serez nombreux pour leur poser vos questions. Ce sera passionnant, vous verrez. Il y aura plein de faits divers. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.